Bonjour mesdames, encore une table ronde exclusivement féminine. Euh, Bienvenue. Alors, Vanina Arrighi de Casanova. Bonjour. Ah oui, tout le monde a un micro. Pouvez-vous les partager si besoin? Bonjour. Donc, vous êtes responsable de la mission des droits de l'enfant à la ville de Paris. Votre travail est de sensibiliser tous les enfants parisiens à leurs droits fondamentaux. Est-ce que vous pouvez nous dire... Je crois que ça marche. Excusez-moi. Je pense qu'il va être activé en régie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené, en quelques mots, ce qui vous a amené à travailler pour et avec les enfants? Alors, bonjour. Sans mentir, en fait, c'est un peu un hasard. C'est un hasard, mais qui finalement a fait sens en fait a posteriori. J'étais journaliste et j'ai décidé de me reconvertir à un moment dans une recherche de sens que beaucoup de gens connaissent. Et j'ai fini par, je voulais travailler dans le social, m'engager d'une manière ou d'une autre. Et j'ai travaillé, j'ai rencontré une élue de Paris, une maire adjointe, qui m'a proposé de rejoindre son cabinet. Et elle était en charge de beaucoup de sujets, de toutes les solidarités à Paris et de la protection de l'enfance. Donc j'ai travaillé 1 an avec elle. Et après, en 2020, à la suite des élections, elle a eu une nouvelle délégation, protection de l'enfance et droits de l'enfant. Et elle m'a proposé de créer une mission droits de l'enfant, donc que je dirige aujourd'hui. Et voilà, et ça faisait sens parce qu'en fait, en tant que journaliste et juste citoyenne, je crois avant, je m'intéressais beaucoup en fait aux questions de citoyenneté et je trouvais assez dommage, voire dangereux, que les gens, et notamment des gens qui m'entouraient, des gens très, très cultivés, CSP+, je faisais le constat qu'ils ne connaissaient absolument pas le fonctionnement de nos institutions, de la société, de la démocratie. Et je trouvais que pour vivre en société, c'était quand même dommage, un peu compliqué. Et là, ce que je fais aujourd'hui, finalement, c'est aussi de l'apprentissage de la citoyenneté avec les enfants dès le plus jeune âge. Et voilà, j'ai trouvé que ça faisait sens. Et puis au fur et à mesure, en fait, quand on travaille avec les enfants, on n'a plus envie de faire autre chose parce que ça apporte beaucoup de choses et qu'on a l'impression que ça fait sens, parce que ça fait sens pour eux aujourd'hui et pour la société plus tard. Donc c'est très satisfaisant. Et on va pouvoir d'ailleurs y revenir. Danielle Valente, vous êtes enseignante-chercheuse dans les universités de Genève et de Lyon Lumière 2, et vous travaillez entre autres sur le design participatif d'outils multisensoriels avec et pour les enfants en situation de handicap visuel. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à ces questions? Alors, donc, en fait, dans tout mon parcours de recherche, depuis que j'ai commencé ma formation en éducation artistique, et après, j'ai croisé après en psychologie. Donc, dans le laboratoire où je me trouve, c'est un laboratoire de psychologie où je travaille spécialement sur la psychologie du toucher. Mes questionnements de recherche, mon principal questionnement de recherche est de savoir comment rendre accessible la culture visuelle à des enfants en situation de handicap visuel, notamment les enfants aveugles. Donc, c'est-à-dire s'interroger sur l'image qui est par nature quelque chose fait par les voyants et pour les voyants, et comment le rendre du coup accessible à ces enfants. Donc quand je parle d'images, de ces images-là rendues accessibles, c'est des images tactiles qu'on va trouver par exemple dans les musées. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir par exemple des reproductions d'œuvres d'art tactiles, et aussi on va avoir par exemple des illustrations en relief dans des livres jeunesse pour les enfants déficients visuels. Et j'avais un petit exemple là, je ne sais pas si... Après, on va y revenir, là on fait un petit tour de table, okay. Mais on regardera ensemble. Parce que c'est difficile de se représenter. Et en fait, c'est dans ce cadre-là, du comment du coup faire dialoguer ces deux mondes perceptifs-là, le visuel et le monde du toucher, le monde du son, donc sans la vue, que on a décidé, parce que c'est toujours quelque chose de très transdisciplinaire, de mettre en place des démarches de design participatif pour créer avec ces enfants. Voilà. Très bien. Et vous allez justement par la suite nous expliquer en quoi consiste le design participatif. Alors Sophie Sage et Shinami Sakai, je fais un petit aparté, vous êtes anglophone, donc pour vous aussi, si vous voulez avoir une traduction simultanée, vous avez les casques si nécessaire.
Normalement, n'hésitez pas voilà, à mettre vos casques. Moi, je vais vous parler en français. Mais je vais vous écouter en anglais. Donc vous travaillez toutes les deux pour le Young V&A. Le Young V&A, c'est une branche du musée Victoria and Albert. C'est un musée national des arts appliqués au Royaume-Uni, à Londres. Et c'est une branche qui est dédiée au jeune public. Et au sein du Young V&A, vous, Sophie Sage, vous êtes muséographe et commissaire de la Play Gallery. Et Shinami Sakai, vous gérez le programme du musée destiné aux familles et vous avez également contribué à développer cette Play Gallery. Alors, même question pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet de la Play Gallery. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé l'une et l'autre à travailler pour et avec les enfants? Pardon. Hi. Oui, bonjour. Moi, j'ai commencé au Victoria Albert Museum il y a 10 ans. J'ai commencé à travailler avec les enfants un peu par accident, par chance. J'ai organisé des expositions et j'ai trouvé un sens à travailler avec des groupes de jeunes. Et puis, il y a 5-6 ans, il y a un projet qui est né de redévelopper tout ce musée. On a été fermé pendant 3 ans et pour moi, personnellement, ça a été une occasion de tester de nouvelles choses avec des jeunes publics. Donc, c'est-à-dire de pousser les frontières de ce qu'un musée peut faire pour un public qui est en général peu considéré et des espaces créés spécialement pour les jeunes. Et c'est ce qui s'est passé au V&A. On a un aspect, une partie très traditionnelle au V&A. On a un public âgé, mais là, on voulait travailler sur un musée qui serait dédié aux enfants, aux jeunes, et on a ouvert il y a 6 mois. Merci. Moi, je m'entendais en écho avec la traduction. Alors, moi aussi, je travaille au Young V&A et je travaille sur l'apprentissage le programme d'apprentissage. J'ai travaillé dans un musée. Ça fait 10 ans que je travaille dans un musée. J'ai travaillé à la Tate avant de passer au V&A. Et moi, je voulais m'engager avec les enfants pour sortir un petit peu du contexte classique du musée. Et donc, quand je suis passée au Young V&A, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je passais à un musée plus classique, mais cette fois qui accueillait des familles, des enfants. Et ça a vraiment été un formidable cadeau de pouvoir travailler dans un tel environnement. Et donc, donc voilà, c'était un grand honneur de pouvoir travailler, développer des idées pour ces familles. Et donc, on était contente de venir aujourd'hui pour partager nos expériences parce que un des projets de développement de notre équipe de développement, c'est de travailler très près avec la programmation pour pouvoir partager nos projets communs et comment on fait participer les enfants dans le musée. C'est d'ailleurs de participation qu'on va beaucoup parler ce matin. C'est pas du tout ce matin, cette fin de journée. Donc, parce que vous avez tout en commun dans des domaines extrêmement variés, le fait d'impliquer quotidiennement les enfants dans l'élaboration de vos actions. Et pour commencer, on va regarder une vidéo, justement, pour montrer une façon d'impliquer quotidiennement des enfants. La centaine d'enfants qui fait partie de l'Assemblée citoyenne nous ont présenté des thématiques qu'ils ont choisies. Alors il y en avait 3, le vivre ensemble, les solidarités et l'environnement. Ils ont pu échanger avec la maire, lui poser des questions sur tous les sujets qui concernent la ville.
Bah moi je trouve ça assez grandiose. On n'a pas la chance de voir la maire de Paris tous les jours, ainsi que ses assistants. Et je trouve ça incroyable d'être dans cet endroit. Je trouve que c'est bien parce que nous on n'a pas le droit de voter et là on pourra voter. Comme ça on pourra améliorer la ville. Les enfants ont voté pour l'un des 3 sujets qui sera le sujet sur lequel ils travailleront jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le sujet de l'Assemblée citoyenne de cette année est l'environnement. Ça fait plaisir à voir. Donc Vanina Arrighi de Casanova, vous, à la mairie de Paris, vous avez actionné d'une certaine façon un des droits fondamentaux de l'enfant, qui est le droit à participer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé à associer les enfants concrètement à vos actions à la mairie de Paris? Alors, je pourrais peut-être pas raconter comment on a commencé la mairie de Paris, parce que finalement, ça a commencé bien avant moi, et, et ça se fait en fait au quotidien dans beaucoup de projets. Je crois quand même que la ville essaye de plus en plus d'associer sur des projets précis les enfants, et par exemple sur les cours d'école qui sont progressivement en train d'être rénovés et en train d'être transformés en ce qu'on appelle des cours oasis, pour remettre de la nature au milieu des cours bétonnés. Et c'est le genre de projet sur lesquels on associe systématiquement les enfants. Il y a les budgets participatifs. Enfin, on essaye d'associer toujours les enfants à la vie de la cité, et ça se fait de 1000 manières, et j'aurais pas le temps d'en faire la liste. Et d'ailleurs, je connais peut-être pas en plus tous les projets qui se font, mais pour ce qui nous concerne, ma partie, c'était en fait dans l'ADN même de la mission droits de l'enfant quand elle a été créée, parce que c'est effectivement un des droits fondamentaux des enfants. Le cœur de nos actions, c'est diffuser la connaissance des droits de l'enfant et d'en promouvoir en fait le contenu. Et d'ailleurs, la participation des enfants, c'est non seulement un de leurs droits fondamentaux, mais c'est un des grands principes qui guide la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc avant de lancer vraiment nos actions, en fait, la première chose qu'on a faite quand on a créé ce nouveau service, en fait, c'est de lancer une grande consultation d'enfants. Après les avoir, on part toujours de leurs droits. C'est le principe de la mission droits de l'enfant. Donc on a sensibilisé, on a rassemblé des enfants grâce à des centres de loisirs et du public d'ailleurs qui s'est inscrit librement, des familles qui sont venues aussi amener leurs enfants à des ateliers. Dans un premier temps, on les a sensibilisés à leurs droits, on leur a expliqué ce qu'étaient leurs droits fondamentaux, et dans un second temps, on leur a demandé en fait ce que la ville pouvait faire pour mieux défendre et promouvoir leurs droits. Et ça a donné la charte parisienne des droits de l'enfant, qui est un texte, un genre de manifeste de ce que les enfants demandent à la ville et au-delà, parce que c'est pas que des demandes qui concernent les compétences de la ville, mais pour mieux défendre leurs droits et les faire valoir. Et une de leurs demandes essentielles, c'est de pouvoir précisément s'exprimer en fait et être beaucoup plus associés à toutes les décisions, et pas uniquement en fait les décisions qui semblent les concerner directement au sein de leur école ou de leur collège, mais toutes les décisions prises en fait par les responsables politiques, parce qu'en réalité elles concernent quasiment tous les enfants d'une manière ou d'une autre. Donc on a commencé par des consultations. Donc, un projet précis, et donc on demande l'avis des enfants. Ça se fait avec des méthodes, évidemment. Une intervenante tout à l'heure évoquait Freinet, le pédagogue. On s'est inspiré de la méthode Freinet pour leur faire... je propose, je critique, je critique, je désire, je propose. Enfin bon, il y a un cheminement de pensée qui les amène en fait à se poser la question de ce dont ils ont besoin, de ce qu'ils connaissent déjà, et de ce dont ils pourraient avoir envie pour aller mieux, pour avancer. Donc on crée des cadres dans lesquels ils peuvent s'exprimer, mais il faut évidemment qu'ils comprennent bien en fait la question qui est posée. Il faut qu'ils comprennent vraiment le but dans lequel on les interroge, dans la démarche dans laquelle on les inscrit. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait tous les enfants, pour peu qu'on crée le cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer, ont beaucoup de choses intéressantes à dire. Ça a commencé comme ça, et puis en fait là, on a développé des projets.
on a fait beaucoup de consultations, parfois spécifiques à destination de populations spécifiques et notamment à l'aide sociale à l'enfance, par exemple. On a associé les enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance à l'élaboration du nouveau schéma de protection de l'enfance, qui est la politique des 5 années en fait, voilà, de la mandature destinée à cette institution. On leur a permis de faire des propositions pour mieux les accompagner, au même titre que les professionnels qui ont travaillé aussi à ce projet, parce que finalement, voilà, qui mieux que les enfants peuvent exprimer ce dont ils ont besoin pour qu'on les accompagne mieux et pour mieux respecter leurs droits. Et cette année, on a créé l'Assemblée citoyenne des enfants. Vous avez vu un petit extrait de vidéo qui, là, voilà, est une instance qui rassemble des adolescents qui représentatifs des enfants parisiens, pour leur permettre de formuler des propositions au Conseil de Paris. Donc voilà, vraiment de pouvoir peser sur des politiques publiques. Et là, il parle de l'environnement. Donc voilà, c'est pas un sujet d'enfant, c'est le sujet de tout le monde. On est en plein dans la démarche. Et voilà, on les accompagne dans ce projet pour les aider à formuler les propositions qu'eux souhaitent, qui seraient susceptibles d'être votées par le Conseil de Paris et donc mises en œuvre par la suite. Très bien. On va pouvoir approfondir un peu plus tard, d'ailleurs, comment vous élaborez tout ça. Sophie Sage et Shinami Sakai, est-ce que vous pourriez nous décrire la Play Gallery? Je vais montrer des petites images et peut-être que vous pouvez nous les décrire, enfin nous expliquer un peu comment physiquement ça se présente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Young Vianney, nous, on est un nouveau musée national qui a ouvert à Bethnal Green, à Londres. Et notre mission, c'est de développer la créativité, la confiance des prochaines générations grâce à l'art, au design, à la performance. Donc, on utilise des objets pour éveiller leur curiosité, leur imagination. On les pousse à écrire des histoires. Donc, Shinami et moi, on travaille en particulier à la galerie du jeu, the Play Gallery. Et là, il y a une image, comme vous voyez derrière, une photo de ça. C'est un espace qui comprend des objets qui sont à hauteur d'enfants, c'est-à-dire parfois même à même le sol, puisque ce sont des enfants qui marchent à quatre pattes. Et cet espace est pensé pour utiliser de la texture, des couleurs, des sons, pour que les enfants puissent s'identifier, s'approprier ces matières et ces couleurs et ces images. Donc le Young Vianney travaille avec son public et c'est ce qu'on fait depuis le début. On travaille avec des architectes, des designers, avec des équipes de construction à toutes les étapes du projet, de l'initiation jusqu'à l'ouverture. Et aujourd'hui, en particulier, on voulait parler d'un projet qui est un petit projet, en particulier en comparaison des autres ouvertures de musées. Mais là, c'est vraiment un exemple parfait de notre collaboration avec différents aspects du métier. Donc là, tous les membres de l'équipe ont participé, donc c'est-à-dire les artistes, les designers, avec les gens les plus vulnérables dans la communauté pour créer quelque chose qui peut intéresser des centaines de milliers de personnes dans un environnement physique ensuite. Donc dans la Play Gallery, on voulait défendre le jeu. Le jeu, c'est un aspect très important dans la vie d'un enfant. Et c'est bien plus que juste le simple fun, le simple plaisir. Ça apporte des compétences incroyables qu'on ne réalise pas nécessairement. Donc il y a des espaces dans le musée où on voulait parler aux parents des avantages du jeu, des bénéfices du jeu. Et donc on a créé des héros de jeu dans l'histoire. Donc Metastory, Froebel, Pestafory. Et donc, on a décidé de dire que toutes leurs théories sont absolument pertinentes aujourd'hui et qu'on voulait casser les barrières entre les objets de musées traditionnels et les théories et leur accès. Et donc, c'est ce que
ont déclaré ces grands théoriciens. Et c'est Shinami qui a dirigé ce projet, donc c'est elle qui va nous en parler. Mais donc, pour nos rôles, moi, je m'occupais des objets et des thèmes, et donc j'ai essayé de créer ce projet qui est maintenant dans la galerie. Et Shinami, elle représentait l'apprentissage et elle travaillait avec les publics qui venaient. Et ensuite, on a travaillé ensemble pour accueillir tous ces publics qui venaient dans la galerie. Merci. Ouais. Donc, Sophie l'a dit, on a beaucoup créé de projets collaboratifs dans le musée parce qu'on travaille dans 3 galeries permanentes. Donc, on pouvait pas tout co-dessiner, tout co-organiser. Donc, on a choisi le bon moment ou le moment qui avait le plus d'impact pour travailler avec nos publics et pour créer une série de projets qui auraient un impact sur la Play Gallery. Et donc, c'est ce que Sophie a dit. Le projet dont elle a parlé, c'est un tout petit projet parmi un grand nombre de projets qu'on a créés. Mais pour résumer, peut-être qu'on peut passer quelques photos de ce projet. Je comptais vous demander après de parler plus en détail des actions, mais on peut y passer tout de suite. Yeah. On y passe tout de suite. Désolée, la traduction simultanée, c'est forcément un peu... Enfin, l'idée, c'était de décrire la Play Gallery et qu'après, dans un deuxième temps, on passera au projet, mais on peut changer aussi complètement et parler du projet. C'est vous qui décidez. Oh, what do you think is the best way? I can talk. Je peux en parler maintenant. Donc, ce projet, ça a rassemblé un groupe de familles. Et au total, on a travaillé avec le même nombre de gens à différentes étapes du projet. Et donc, à l'étape initiale de l'atelier, on a passé 6 semaines avec le même groupe de familles qui étaient en primaire, des jeunes qui étaient en primaire et qui allaient dans cette école avec laquelle on a travaillé. Donc, ils avaient de 6 à 11 ans et ils y venaient avec leurs tantes, leurs oncles, leurs parents, etc. Des membres de leur famille. On a passé 6 semaines avec eux et on a exploré toutes les répliques d'objets du musée sur lesquels on voulait travailler pour créer un nouvel ensemble d'objets qui pourrait créer un pont entre les objets historiques et les objets qu'on trouve dans les familles. Et on a commencé à travailler, à explorer les objets du musée pour créer des activités qui étaient en lien avec les objets du musée. Et puis, au bout de 6 semaines, ça devenait de plus en plus fluide. Les familles décidaient ce qu'ils voulaient faire dans les ateliers. Ils le faisaient de façon très libre. Et donc, en fait, on laissait les familles répondre à nos propositions de façon très libre. Et puis, on observait leurs réponses, justement, leurs réactions. Et on a réfléchi en tant qu'équipe à comment on pouvait utiliser leurs réactions et comment on pouvait montrer ces objets en réaction à leurs réactions. Et donc, c'est vraiment une façon de travailler ensemble, de faire une proposition très claire. On explique le projet. C'est vraiment quelque chose qu'on dit. On voulait que vous réfléchissiez à un aspect du projet. Et puis, en fait, on a eu quelques très petits bébés, donc on ne pouvait pas leur expliquer exactement ce qu'on voulait faire. Donc, ça ne pouvait pas devenir un projet collaboratif complètement. Et puis, on a travaillé avec certaines familles qui pensaient
qu'ils allaient tirer un bénéfice là, mais donc on travaillait aussi avec des familles de réfugiés, avec des familles qui avaient un anglais un petit peu hésitant. Donc on a décidé de passer à une autre approche qui était une approche où on travaillait sur le jeu et sur l'observation. Et moi, j'ai été extrêmement surprise de voir la qualité du résultat. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Sophie. Non. Alors justement, je crois pouvoir voir qu'il s'agit d'une expérience de design participatif aussi, mais d'une façon extrêmement différente de celle dont vous allez nous parler, Daniel Valente. Peut-être je vais revenir en arrière sur le PowerPoint. Peut-être que je peux demander à la régie de me remettre au niveau du design participatif, et pour que Daniel vous... Ah ben ça, je pouvais le faire moi, c'était pour que ça... Il faut aller assez vite parce qu'il a un petit exercice, il a la réponse après. Ah oui, alors, ouais, cachez l'écran. C'est non. Fermez les yeux. Fermez voilà. tous les... On est dans le thème. Daniel, vous allez nous expliquer en quoi consiste le design participatif, la façon dont vous travaillez le design participatif avec les enfants concernés. Alors, du coup, pour tout d'abord, avant de dire en quoi consiste, vous dire pourquoi. Pourquoi, à un moment, on a décidé, du coup, d'inclure ces enfants dans le processus de création. Donc là, je vous montre un exemple d'une illustration tactile, d'une illustration visuelle tactile, parce qu'à gauche, vous avez l'illustration visuelle, et à droite, vous avez l'illustration tactile qui a été mise en relief avec la technique de la sérigraphie, mais on peut avoir plusieurs techniques. L'essentiel, ce que je veux vous montrer là, c'est que il y a quand même un monde visuel qui est traduit, qui est mis en relief. Et une première question qu'on peut avoir quand on travaille avec des enfants aveugles, c'est qu'est-ce qu'ils vont comprendre de ces lignes-là, quand ils vont toucher, des enfants qui n'ont jamais vu? Est-ce qu'ils vont comprendre ces conventions visuelles? Et une deuxième question, est-ce que du coup on pourrait imaginer des illustrations qui vont prendre plus en compte leurs particularités, c'est-à-dire qu'on puisse passer par les touchés, par le son, par les autres sens, qui sont aussi des sens que nous disposons pour proposer une expérience de lecture. Donc on a commencé à travailler les designs participatifs à la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, c'est une maison d'édition qui travaille dans le domaine du livre tactile pour les enfants, pour tous les enfants. Hein. À la base, c'est destiné à des enfants déficients visuels, mais vous allez voir dans l'exemple que je vais vous montrer que c'est des livres qui sont pour tous les enfants. Et en fait, là, du coup, c'est là que je vais vous proposer un petit exercice. Donc, il faut passer juste au prochain diapo. Voilà. Je vais vous demander, donc, en fait, pour répondre à cette deuxième question, comment, du coup, prendre en compte les particularités des enfants aveugles. Donc, je vous présente un dessin, parce que ça a été mon travail de thèse. Donc, je me suis intéressée au dessin qui pourrait produire les enfants aveugles pour voir justement s'il y avait d'autres façons de représenter le monde à travers le dessin. Et là, il y a un dessin qui représente quelque chose. Donc, je vous invite à faire l'exercice de se demander qu'est-ce que ça peut être. Alors, quand je fais cet exercice avec des voyants comme vous, la plupart du temps, ils me disent c'est un fruit de la passion, c'est une brosse à cheveux, ou voilà, des choses qui vont se ressembler en apparence visuelle, bien sûr, à ce que je vous montre. Alors, vous allez être étonnés de savoir qu'en fait, ça représente une rivière, ce dessin, et que ce rond, cette ligne et ce cercle qui entoure cette forme-là représente l'eau qui, en fait, l'enfant ressent autour de sa taille quand il est immergé dans la rivière. Et le petit rond représente le caillou qu'elle ressent sous ses pieds dans la rivière. Donc vous voyez bien que, du coup, cette démarche on va créer des illustrations pour les enfants aveugles, on va fermer les yeux en tant que voyant et essayer de créer des choses, ça ne marche pas. Donc là, ça explique tout pourquoi on a décidé à un moment voilà, parce qu'en voyant, on va faire du coup quelque chose comme ça, des petits poissons avec des petites vagues qui ne vont pas forcément être compris par un enfant aveugle. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de mettre en place une démarche de design participatif. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est les designs participatifs? C'est quelque chose qui va s'inscrire dans le domaine du design centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser, au lieu de créer quelque chose et demander aux personnes de s'adapter, donc on est dans le thème de ce qu'on parle ici, on demande aux enfants de s'adapter en ce qu'on va le proposer,
on va plutôt nous s'adapter à eux dans ce qu'on va proposer. Et il y a plusieurs façons de faire le design centré sur l'usager. Et le design participatif, c'est une façon de faire qui va être vraiment, au lieu de simplement observer des comportements et mettre en place ou pas dans ce qu'on va créer, ou tester la démarche de test, où en fait parfois quand on fait la démarche de test, le problème c'est qu'on a trop avancé déjà dans ce qu'on veut faire, la maquette est déjà prête et donc du coup on ne peut pas, on dit bon bah ça marche pas mais bon on a avancé donc on va continuer dans cette démarche là. Donc le design participatif en fait il va inclure dès le début du processus, c'est-à-dire que l'idée n'est pas encore là avant d'aller à la rencontre des enfants. Donc c'est ce qui va du coup définir les designs participatifs. Alors, donc, après je vais vous parler de comment on a mis en place. Je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est après. Ça peut être après. Enfin voilà, on va faire des petits tours comme ça pour faire circuler la parole, mais justement on rentrera plus en détail dans un exemple de projet et comment vous l'avez mis en place. Mais en tout cas vous avez tout en commun, alors de façon encore une fois extrêmement différente, le fait d'impliquer l'enfant dès le début, et comme vous dites, c'est l'idée n'est pas forcément là, nette et précise, et c'est l'enfant qui va venir vous donner l'idée. On va regarder une autre petite vidéo assez courte, où on voit là un atelier avec les enfants pour la rédaction de la Charte parisienne des droits de l'enfant. Il n'y a pas que les garçons qui ont le droit de faire des sports. Avoir un avis, penser soi-même, avoir son propre opinion. Nous, notre groupe, nous avions le thème du bien-être et nous avons certaines idées comme mieux manger à la cantine. J'ai proposé une chose qui est d'éviter de gâcher la nourriture. Ce que vous avez soulevé, c'est avoir un métier qui nous rende tous heureux, de pouvoir tous aller à l'université, peu importe de là où on vient. Moi, j'ai dit que je voulais aider la maîtresse à ranger parce qu'elle a beaucoup de travail. Il y avait l'acceptation des différences et de la diversité, donc ne pas être jugé pour son habillement, pour sa couleur de peau, pour sa religion, pour ses croyances. On a écrit ce qu'on voulait changer et puis après on a fait des dessins. Voilà, c'était juste pour voir un petit bout d'atelier. Donc, ça m'intéresse de savoir comment vous les recrutez, ces enfants, déjà, d'où ils viennent, comment vous faites appel à eux. Peut-être qu'en fonction des projets, ce n'est pas les mêmes méthodes. Vous parliez tout à l'heure de certaines méthodes, mais je pense que suivant les projets, peut-être vous pouvez nous détailler un petit peu comment vous restez dans une diversité d'enfants et ensuite comment se déroulent les ateliers concrètement. C'est toujours différent selon les projets, effectivement. Là, en fait, on est parti un peu à l'aveugle. C'est peut-être pas très heureux comme expression. On a lancé un appel à candidature, en fait, auprès de toutes les familles parisiennes. Mais bon, c'est difficile d'atteindre aussi, enfin voilà, la communication de la ville de Paris, elle a ses limites. Et on a proposé, en fait, c'était pendant les vacances, c'était en plein Covid, vous voyez qu'ils sont masqués. C'était pendant les vacances de la Toussaint, je crois. On a proposé à des centres de loisirs. En fait, on a quand même des enfants qui sont venus comme ça individuellement, avec leur famille. Et on a ensuite, pour avoir plus de monde, ciblé des centres de loisirs un peu partout sur le territoire pour avoir à la fois des tranches d'âge, parce qu'il y avait en fait, il y a quelques centres de loisirs collégiens aussi, donc on avait des petits, enfin des 6 à 15 ans, en gros, les enfants qui constituaient ces groupes-là, ils étaient 170. Donc voilà, en fait, on a ciblé des centres de loisirs à qui on a proposé la démarche. Ils ont proposé la démarche à des groupes d'enfants qui se sont inscrits pour participer à ces ateliers. C'est pas toujours facile, en fait, de toucher en direct les enfants. Il y a toujours un filtre, en fait, de l'adulte, que ce soit le parent, l'enseignant, l'animateur. Enfin, on n'en est pas encore là, que les enfants puissent décider de se rendre à une activité qui leur plaît, tout seul. Donc voilà, là pour la charte parisienne, on avait fait comme ça. On a quand même eu, je pense, une diversité d'âge et d'environnement, en fait, de milieux dans lesquels évoluaient les enfants. Et pour la méthode
Oui, voilà, par exemple, voilà, les méthodes d'animation. Vous parliez tout à l'heure de la méthode Freinet dont vous étiez inspiré. Comment, moi, je suis curieuse de voir comment la parole circule, par exemple, dans ces... Alors, il faut toujours faire des petits groupes. Évidemment, on ne met pas 170 enfants ensemble, donc on fait des petits groupes. Il faut d'abord les mettre un peu en confiance, donc on fait des brise-glaces, enfin, des choses qui permettent de faire connaissance, de se détendre, de rire un petit peu. Et puis, voilà, enfin, nous, notre spécificité, c'est qu'on commence toujours par partir donc, de leurs droits, donc de manière évidemment dynamique, en partant de leurs connaissances, en fait. On part de leurs connaissances à eux, on les interroge un peu sur... en fait, on part de leurs besoins. Ça, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Là, en l'occurrence, on leur avait fait en fait dessiner des fleurs. On leur avait dit d'imaginer ce dont une fleur a besoin pour s'épanouir. Et donc, il y avait la fleur avec sur chaque pétale, chaque pétale correspondait à un besoin. Et ensuite, on les amenait à faire le lien entre ces besoins et leurs droits. Donc, ils étaient amenés à analyser ce dont eux avaient besoin en fait pour grandir. On a fait le lien avec leurs droits et ensuite on les a amenés à s'interroger sur est-ce que ces droits sont respectés, est-ce que j'exerce mes droits, dans quel cadre je les exerce, comment on peut aller plus loin et qu'est-ce qu'on peut demander aux adultes en fait pour faire mieux. L'idée c'est toujours alors d'abord de partir de leurs connaissances pour les compléter ou les corriger le cas échéant. Ce qui est très important, en fait, c'est qu'ils connaissent en fait ces droits-là. En fait, il faut qu'ils puissent conscientiser les besoins et les droits qu'ils ont pour les faire valoir en fait auprès des adultes. Et finalement, ce document de la charte parisienne, c'était ça. En fait, c'était faire valoir des droits qui sont déjà garantis depuis bien longtemps, mais qui malheureusement sont pas toujours respectés, y compris en France. Voilà, donc c'était des ateliers en 2 temps. On était appuyés, donc il faut des animateurs en fait qui ont simplement un bon contact avec les enfants, et puis pour la méthode, des experts en fait de la pédagogie et de la participation des enfants qui nous ont appuyés en fait dans ce processus pour mettre en œuvre cette méthode. Pour les tout petits, il y avait, c'était pas les besoins, il fallait qu'ils imaginent recueillir un petit oiseau, un petit oisillon. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir... Un petit oiseau blessé, et on les faisait s'imaginer comment il fallait prendre soin de cet oiseau pour qu'ensuite il puisse revoler de ses propres ailes et les amener à faire le lien avec leurs besoins à eux pour pouvoir bien grandir et voler de leurs propres ailes. Oui, j'ai l'impression que, là encore, on en parlait dans les autres tables rondes, mais les histoires sont vraiment des supports qui peuvent vraiment aider justement à impliquer les enfants et à les prendre au sérieux. Oui, il faut imager beaucoup. Ouais. Oui. Daniel Valente, peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment se passent aussi les ateliers de votre côté, pour peut-être avec l'exemple de votre projet Petit Explorateur Tactile au musée. Alors oui, ce que je vais vous raconter, il a un lien avec ce que vous avez dit par rapport à ce que vous avez fait dans le musée, et puis aussi parce qu'il a cette idée de créer les conditions de participation. Parce que, en fait, voilà, on veut que l'idée, elle se construise au fur et à mesure de la rencontre avec les enfants aveugles. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple d'un projet. Le premier projet qu'on a fait, c'était sur la bande dessinée. Donc, on n'a pas choisi les plus faciles, donc c'était quelque chose d'extrêmement visuel. Et en fait, la simple démarche de consultation, donc vous dites justement, il y a des publics comme des bébés par exemple, qui vous devez créer des conditions pour cette consultation. Et en fait, nous, c'est la même question, c'est-à-dire la simple rassembler ces enfants et demander du coup qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur la bande dessinée, ça marche pas parce qu'ils connaissent pas la bande dessinée. Donc du coup, il avait cette démarche de créer des conditions de participation en passant par des médiations. Donc c'est ce que vous avez fait, vous avez passé par les jeux par exemple. Nous aussi, on a passé beaucoup par les jeux, et en fait, toutes ces démarches qu'on a fait, j'appelle ça des médiations multisensorielles participatives, parce que c'était au travers ces médiations, ce qu'on observait de ces médiations, qu'on construisait ce qu'on allait faire après, en fait. Donc voilà, il avait vraiment cette prise des paroles des enfants. Et là, donc pour la bande dessinée, juste pour vous expliquer comment ça s'est passé, il y a toujours un fil rouge qui c'est des ateliers avec les enfants,
où on va amener des choses, donc faire des médiations multisensorielles. Et là, on va créer ces conditions de dialogue, ces retours des enfants. Et à partir de là, on va construire le contenu de la prochaine séance. Et au fur et à mesure, ça va se matérialiser quelque chose. Donc il y a vraiment ce chemin qui se construit en cheminant. Donc c'est ce qui figure, c'est ce qui fait vraiment cette identification du design participatif. Donc pour un exemple pour la bande dessinée, c'est qu'en fait la première séance, on est arrivé pour parler de cette histoire des cases dans la bande dessinée. On est arrivé avec des matières tactiles pour montrer, voilà, qu'en fait avec de velcro et de scratch, ils pouvaient donc créer des cases de bande dessinée et les toucher. Et en fait, on a remarqué ce jour-là qu'en fait les enfants, ils aimaient beaucoup mettre des bruitages, mettre du son quand ils ont raconté leur histoire. Ils devaient créer une histoire, une bande dessinée. Et c'est à partir de là qu'en fait, on a tout directionné vers le son. Donc en fait, c'est pour vous montrer comment la chose, elle se crée au fur et à mesure. Et là, un exemple que c'est les plus récents, c'est un projet au Muséum de Toulouse qui s'appelle Les petits explorateurs tactiles au Muséum. C'était un projet de création d'un livre de médiation multisensorielle que j'ai apporté. Il est là à côté de moi. Et c'est dans ce livre-là, en fait, on présente des objets des sciences naturelles. Et pour créer les illustrations et pour créer le texte, on a donc fait appel du coup à la participation des enfants. Et pour cela, encore une fois, on a fait des médiations multisensorielles participatives, où on a porté là, dans l'image, vous voyez une kora, un instrument de musique présenté dans les muséums, qui, en fait, les enfants y touchaient. Et en fait, on faisait une médiation particulière qui faisait de sorte qu'ils nous disaient des choses, un lien avec ce qu'ils ressentaient, caractéristiques tactiles, sonores. Et aussi, il faisait des analogies. Ça se ressemble à quelque chose de mon quotidien, tout ça. Et tous ces éléments-là, donc c'est ce qu'il y a dans le schéma juste après, ça vous montre, par exemple, pour le biface, qu'on a aussi mis dans le livre. Donc, je vous invite à la fin à venir toucher. L'essentiel, c'est de toucher ces livres. Là, par exemple, pour arriver au biface et pour arriver au texte qui va donc présenter le biface à l'histoire, il y a eu donc d'abord une exploration du biface original. On a observé les procédures exploratoires des enfants. On a aussi récolté tout ce qu'ils ont dit. Donc, à travers ces médiations, on les a interrogés sur la texture, sur la forme, sur la dureté. Donc, des éléments vraiment plus vers le plus sensoriel et pas uniquement visuel. Et tous les rapports d'analogie qu'ils pourraient avoir. Donc, on a fait un inventaire comme ça pour chaque illustration. Les enfants ont aussi fait des illustrations. Donc, on nous a directionné vers des matières spécifiques pour représenter ces objets. Et à partir de là, donc, il y avait une séance par objet du muséum. On a donc construit les illustrations, construit le texte. Et le résultat, il est là, à ma gauche. Voilà, pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Enfin, voilà, si c'est possible, si à la fin vous voulez peut-être venir, on se mettra sur le côté toucher, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut toucher. En tout cas, c'est passionnant. Sophie Sage et Shinami Sakai, vu que vous travaillez sur le même projet, je m'adresse à vous ensemble, mais je vous laisse vous répartir la parole entre vous en fonction. Voilà. Quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, vous avez utilisé le terme empowerment. En français, c'est un mot qu'on pourrait traduire empouvoirment, que je trouve qui est un mot très fort, qui, je pense, qualifie un petit peu vos démarches à toutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous travaillez à l'empouvoirment des enfants via ces ateliers et via votre projet de Play Gallery? Oui, je peux parler de plus petits projets au sein de la Play Gallery et au-delà. Une des merveilleuses choses sur la co-conception avec les enfants, c'est de pouvoir faire deux types de choses. Un travail sur la préparation, la planification. La co-conception permet de structurer le nouveau développement. Donc, on construit des mois et des mois de temps supplémentaires parce qu'on sait que la co-conception, ça peut ralentir un projet. On a une architecte impliquée très tôt dans le projet parce qu'on veut que les enfants puissent influencer ce à quoi ils réfléchissent avant de pouvoir le mettre par écrit. Donc ça, c'est une partie de la co-conception
qui donne cette autonomie aux enfants. Ils se sentent impliqués dans le projet depuis le début. 6 ans de travail sur un développement d'espace. Pour nous, ce n'est pas beaucoup, mais pour eux, c'est toute une vie. Donc, on travaille avec ces mêmes enfants encore et encore. Et il y a ce sens d'empouvoirment qu'on retrouve. Les enfants grandissent avec ce projet. Et même si ils partent de l'école avec laquelle on travaille, les frères et sœurs travaillent avec nous ensuite. Donc, les familles font partie du musée. Et donc, il y a vraiment une vision d'ensemble qui leur donne cet empouvoirment. Et il y a aussi une souplesse que cela introduit dans la co-conception. On peut faire des plus petites tâches plus rapidement, de manière plus réactive. Alors même s'il y avait des moments sur des projets à plus grande échelle, avec des semaines de sessions des écoles impliquées, on avait aussi essayé de chercher à travailler sur des plus petits projets avec des publics quand on le pouvait, même si ça voulait dire que on allait se rendre au musée et poser des questions. Moi, j'ai travaillé sur des plus petits projets avec un maître donjon et dragon pour créer un diorama, et il a commencé de zéro. Et avant de commencer, il a dit on va impliquer des enfants, on va lancer un appel. Des parents sont venus avec leurs enfants, et une semaine plus tard, ils ont fait une session Donjons et Dragons, raconter leurs histoires pendant quelques heures. Et dans la campagne Donjons et Dragons, tout ce qui a été mentionné pendant cette session a ensuite été intégré au diorama. Et donc, ils ont donné un nom aux tavernes, aux personnages. Donc, ce sont des petites choses ainsi qui permettent aux enfants de s'y retrouver, de s'identifier. On a des audioclips aussi de leur participation. Et c'était une manière de se saisir de cette opportunité. On l'a identifiée, et c'est une source d'empouvoirment pour les enfants. Ils savent qu'il y a une relation qui existe déjà, un rapport qui existe avec le musée, et ça leur permet de s'impliquer, de tirer profit de notre présence et de notre capacité à vouloir travailler avec eux. J'aimerais ajouter une petite chose en réponse à votre question sur l'empouvoirment. Moi, je pense que ce mot, ça me fait toujours penser aux enfants et les adultes qui les entourent dans leur ensemble. Dans nos travaux et dans l'exemple de la Play Gallery, notre intention était d'inviter la famille dans son ensemble pour participer aux ateliers. Ça n'a pas toujours été le cas dans nos ateliers de co-conception, mais pour la Play Gallery, on a trouvé que c'était important d'avoir toute la famille qui expérimentait cela et qui impliquait les adultes dans la vie des enfants. Le travail pédagogique au musée en général est différent de ceux au sein des écoles ou des mairies où on a une relation très proche avec les enfants. On l'a fait d'une certaine manière à travers les ateliers de co-conception sur plusieurs années de partenariat avec les mêmes écoles primaires, mais on n'a pas toujours ces relations profondes que les enseignants peuvent avoir, et on réfléchit donc à la manière la plus percutante que les musées peuvent adopter pour pouvoir avoir cette relation avec les enfants, ce qu'ils expérimentent. Souvent, on réfléchit à l'implication des parents, des soignants, du corps enseignant pour réfléchir à la notion d'empouvoirment de manière holistique. Et pour moi, cela m'a ouvert les yeux vers d'autres travaux de co-conception. On a travaillé avec des écoles, des familles, des centres familiaux. On a vu les mêmes enfants qui venaient au musée, qui faisaient partie du groupe de l'école ou qui visitaient le musée en famille, ou on les rencontrait quand on faisait une mission sur le terrain. Donc on voyait que
ces groupes ne sont pas toujours séparés, même si parfois les musées le perçoivent ainsi. On a des programmes pour les enfants, des programmes pour les familles. Sophie travaille sur le texte, mais en fait, la vie d'un enfant est beaucoup plus holistique que ce qu'on pourrait penser. Ça m'a beaucoup fait réfléchir à la suite de ces ateliers de co-conception. Oui, ben, ce terme d'empouvoirment, nous, en langue française, c'est pas un mot c'est un mot assez nouveau. C'est d'ailleurs un mot qui n'existe pas vraiment. Du coup, c'est intéressant d'avoir votre façon de l'utiliser et ça prend tout à fait sens dans vos projets. Est-ce que Vanina, c'est un mot qui vous parle? Est-ce que ça s'applique aussi à vos missions? Ça me parle beaucoup. Effectivement, je crois qu'en fait, c'est un assez mauvais signe que ça n'existe pas en français, hein, ce mot. On peut dire pouvoir d'agir. Oui, voilà, pouvoir d'agir. Je suis d'accord, tout à fait. Mais oui, oui. C'est moi. Il n'y a pas ce mouvement, en fait, de prendre le pouvoir. Enfin, je sais pas. Ça m'évoque pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Très concrètement, en fait, de les faire participer, les enfants, ça les rend acteurs, ça les rend sujets. Ils sont sujets de droit. Au même titre que les adultes, et ça permet qu'ils se sentent respectés, écoutés, pris en compte. Enfin, ça a énormément de vertus en fait dans le développement de l'enfant. Il faut le faire évidemment progressivement en fonction des âges, et enfin, il faut faire attention aussi parce que il faut pas leur donner trop de pouvoir d'un coup. Enfin, ça serait écrasant et bon, mais très, très concrètement, tout simplement, oui, ça les rend acteurs en fait, hein, de leur vie et de la vie en société. C'est une question de respect de leur personne, et c'est encore une fois de leurs droits fondamentaux. D'une manière assez concrète, nous, au quotidien, nos actions de sensibilisation des enfants à leurs droits, on leur explique quels sont leurs droits et quoi faire en cas d'atteinte à leurs droits. Et ça leur permet aussi en fait d'être acteurs de leur propre protection. Et là, on parle plutôt de l'aspect, repérage d'enfants en danger, etc. Il y a des enfants qui n'ont pas d'adultes de confiance en fait autour d'eux, et à qui on explique qu'ils peuvent eux-mêmes aussi agir en fait, notamment via des numéros d'urgence qui existent et qui leur sont dédiés. Ou alors déjà d'apprendre à repérer les adultes autour d'eux à qui ils peuvent se confier et qui peuvent les aider, ou d'eux-mêmes pouvoir appeler par exemple des numéros dédiés en fait pour être acteurs de leur propre protection. C'est une manière de leur donner du pouvoir d'agir quand les enfants n'ont pas d'adultes auprès d'eux en qui ils peuvent avoir confiance ou qui peuvent les aider. C'est donc vraiment renforcer leur pouvoir d'agir très concrètement. Oui, et puis on parle de donner le pouvoir. En tout cas, ça commence par donner la parole. Et c'est ce que vous faites. Danielle Valente, est-ce que cette notion d'empouvoirment, ça vous parle aussi? Tout à fait, oui. En fait, c'est d'ailleurs basé sur c'est une démarche que, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur cette idée de design participatif, c'était appuyé sur un champ qui s'appelle les Disability Studies, les études sur les handicaps, où en fait, il y a un slogan qui est le principal. Il y a cette idée du modèle social du handicap, c'est-à-dire que c'est pas à nous de nous adapter à la société, c'est la société qui s'adapte à nous. Donc c'est un renversement de paradigme. Et dans ce renversement de paradigme, il y a cette idée aussi de participation, avec des slogans rien sur nous sans nous. Donc là, la question de la participation, elle est nettement claire dans cet slogan. Et dans le travail qu'on fait, petit à petit, de plus en plus, j'ai vraiment des retours qui vont me dire qu'en fait, et là, je n'ai pas encore exploité ça au niveau de la recherche, mais je suis en train de créer des questionnaires dans ce sens-là avec un projet, les nouveaux projets de design participatif qu'on est en train de faire autour des émotions, qui s'appelle Émotissense, où en fait, j'observe qu'en plus de changer un produit, parce qu'il avait ça de base, on va inclure ces enfants dans le processus parce qu'on va faire des choses plus adaptées à ces enfants. Il y a aussi le pouvoir que donne à ces enfants le fait de participer du processus. C'est autre chose en fait. Qu'est-ce que ces projets apportent à l'enfant? Et il y a cette notion de sentiment de compétence qui en fait va augmenter de ces enfants par le fait d'avoir participé de ce processus, et aussi les sentiments de la compétence que l'entourage va avoir, la représentation que l'entourage va avoir des compétences de ses enfants. Là, j'ai donné un exemple d'une médiatrice qui a participé du projet Petits Explorateurs Tactiles, qui disait, elle travaillait déjà avec l'accessibilité, c'était son domaine, elle disait, ma façon de faire de la médiation a changé,
parce que maintenant, j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Je fais moins de la transmission de savoir, j'explique et j'écoute ce qu'ils ont à me dire. S'il y a plus de dialogue maintenant dans ce que je fais. Et là, il y a un autre exemple, là, très récent pour le projet Émotissense, un enfant déficiente visuelle, donc à la fin, je fais des entretiens avec eux. Et je disais, du coup, est-ce que tu racontes à ton entourage ce que tu fais dans les ateliers avec nous? Elle a dit oui, je raconte dans la voiture, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a sa sœur qui est voyante, qui venait avec elle et avec la maman pour le projet, mais elle ne pouvait pas participer, l'enfant voyante. Elle allait au cinéma, du coup, parce que voilà, c'était pour les enfants déficients visuels. Et puis la petite, qui est plus petite donc qu'elle, qui en fait disait à sa maman, mais maman, pourquoi? Alors c'est super fort, hein, parce qu'elle dans les mots d'enfant, elle dit, maman, pourquoi tu ne m'as pas fait malvoyante aussi? Parce que moi, je voulais bien participer de ces ateliers. Et en fait, je ne voulais pas aller au cinéma. Donc là, c'est des choses qui moi, je trouve qui sont fortes, qui montrent vraiment qu'il y a un changement il n'y a pas cette idée de... C'est des enfants quand même on fait beaucoup pour eux. On décide beaucoup pour eux, ces enfants en situation de handicap visuel. Et là, vraiment, il y a un renversement de situation. Et voilà, on est en train de travailler sur ça en ce moment. Oui, ça apporte finalement aussi un sentiment de fierté pour eux-mêmes et pour leur entourage qui est forcément bénéfique. Merci beaucoup, mesdames, pour cette discussion. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois une. Merci déjà pour votre discussion. J'ai une question pour la Play Gallery. Vous nous avez parlé de comment vous avez construit ça avec des enfants. Mais dans les exemples qu'on a pu voir, les objets étaient sous vitrine. Donc je me suis questionné de derrière, quand vous l'exposez, comment les enfants sont acteurs aussi de leur visite. Thank you. It was really Merci. Alors, c'est impossible d'expliquer tout le projet dans ce court laps de temps, mais le projet a évolué au fur et à mesure du processus. Au final, on a produit une série d'objets exposés qui étaient derrière des vitrines, mais également des kits. Ah, et j'ai oublié de mentionner le nom de l'artiste qui a travaillé une entreprise de conception qui s'appelle Playbit Play, qui travaille à la collaboration avec des enfants principalement. On a passé beaucoup de temps à jouer avec des groupes de famille, on a beaucoup appris de ces sessions. On avait toutes ces photos, ces notes, ces réflexions. On voulait faire bien plus que ces petits espaces qu'on nous a octroyés pour créer, exposer de manière permanente des objets. Donc, on a créé une sorte de boîte avec des pièces et qu'on utilise dans beaucoup de programmes d'apprentissage. Et l'entreprise de conception a également produit des plaques sensorielles en réponse au projet de la galerie, l'espace, la conception de la galerie. Et dans des sessions, au début, on a essayé de créer des éléments qu'on pouvait exposer. Et la conception de notre galerie aujourd'hui est beaucoup plus interactive et beaucoup plus active que des versions précédentes du musée avant la rénovation. On essaye également d'avoir des espaces un peu plus souples, un peu plus flexibles, des ressources qui permettent de jouer un rôle plus actif au sein de la galerie. Et j'aimerais ajouter également qu'avec ce projet en particulier, on est consciente qu'on travaille un espace où les objets sont derrière des vitrines. Et les vitrines, c'est notre pire ennemi quand on essaye d'impliquer les enfants, les rendre attractifs. Et donc, avec le Playhack, on travaille également avec une illustrateur, Rhys, qui donne des conseils aux parents pour que
les parents puissent créer à la maison les choses qu'on a pu voir derrière une vitrine. Donc on regarde un objet, on lit les informations sur le projet, on voit le produit qui a été créé par Play Build Play, et ensuite on a des instructions en tant que parent, en tant que soignant. Comment est-ce qu'on peut créer exactement cet objet avec des choses que vous pourrez trouver dans votre maison? Donc c'est une très bonne question parce que on se posait sans arrêt cette question sur la vitrine. Comment est-ce que l'on casse cette barrière induite par la vitrine? Donc notre projet essaye réellement de permettre aux personnes de partir avec ça chez eux et d'en faire des ateliers. Je vois une autre question. Je sais pas si... Oui. Ah oui, pardon. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez beaucoup parlé de démarches participatives qui portent sur des dispositifs muséographiques ou sur des outils de médiation. Je m'interrogeais sur est-ce que vous avez aussi appliqué ces démarches de co-design pour des éléments de programmation culturelle ou pour de la médiation en tant que telle, donc une visite, un atelier. Est-ce que c'est quelque chose, ce que vous avez fait pour la muséographie, est-ce que ça a pu infuser ensuite sur votre réflexion plus largement autour de l'accueil du public? Est-ce que ça fait l'objet peut-être d'une démarche à part, avec une méthodologie à part? Voilà, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre expérience sur le sujet. Merci. Thank you. Merci. Oui. Oui, ça c'est la réponse courte. En fait, on a on a eu 3 ans de fermeture du musée où on a travaillé au développement de la galerie, à la co-conception des ateliers. Mais pendant ce temps, l'équipe qui travaillait sur l'apprentissage a travaillé dans différents environnements pour mener à bien des recherches, pour savoir comment on apprenait et comment on pouvait mettre en place des programmes d'enseignement qui seraient ouverts une fois que le musée serait ouvert. Donc, on est allé dans des centres culturels, des centres aérés, et tout cela, ça a créé des ateliers quand le musée a ouvert. Et puis maintenant qu'on a ouvert depuis 6 mois, eh bien, on utilise le même contenu des ateliers que celui que nous avons testé pendant que le musée était fermé. Et quand on allait voir les programmes éducatifs dans les écoles et dans les familles. Donc bien sûr, quand le musée a ouvert, on a mis en place des choses qui sont plus liées à l'approche physique. Bien sûr, on a travaillé en préparation pour aider les enfants qui faisaient partie du quartier à participer pour pouvoir construire notre programme d'apprentissage. Et pour ce qui est de l'accueil plus général du public, on a mis en place des ateliers de co-conception pour que on puisse développer de nouvelles approches. Et c'est ce qu'on appelle la co-conception, la co-création en général, pour mettre en place des stratégies pour accueillir le visiteur quand il arrive. Et donc, c'était une façon de rendre l'accès au musée plus facile, plus accessible. Je voulais juste rajouter quelque chose sur l'accueil. Une des choses qu'on a faites et que j'ai adoré sur la co-conception, c'est avec le travail avec les architectes, c'est comment on a co-développé la couleur sur les murs, la forme des lettres pour accueillir la police d'écriture, donc ce qu'on a mis en place sur les murs, et donc c'est ce qu'ils voient tous les jours. Et donc c'est ça qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire qu'on a tiré du témoignage des enfants et qu'on a mis en place dans les objets, dans la création. Une question spécialement pour Vanina, et je voulais faire remonter l'idée de Eulalia Benoît, qui sera là demain, je crois, parmi nous, qui propose de donner le droit de vote aux enfants, et qui balaye immédiatement une objection qui est de dire que les enfants ne peuvent pas comprendre le monde, alors ils ne peuvent pas avoir le droit de vote. Elle dit, bah oui, mais
le droit de vote, il n'est pas attribué sur des compétences à comprendre le monde. Et d'ailleurs, si on perd nos capacités intellectuelles, on ne perd pas le droit de vote pour autant. Et donc, elle nous propose de se projeter dans un monde où les enfants auraient le droit de vote. Qu'est-ce que ça changerait dans la façon où nous, parents, on explique le monde aux enfants? Qu'est-ce que ça changerait peut-être aussi dans les politiques publiques vis-à-vis de l'enfance? Voilà, j'avais envie de vous faire réagir sur cette proposition. Merci. Je pense que ça changerait radicalement la manière dont on fait de la politique. On aurait peut-être des visions à plus long terme. Ça serait intéressant. Je crois que ça aurait beaucoup cette vertu-là, en fait. Moi, c'est ça que je vois. Si on donnait le droit de vote aux enfants, ils penseraient évidemment à beaucoup plus long terme. J'ai jamais su vraiment... j'ai vachement de mal à me faire un avis, en fait, sur ce sujet. Enfin, naturellement, tout en moi a envie de dire oui, il faudrait, en fait. Et encore une fois, notamment pour ça, parce que les personnes, les politiques, en fait, seraient bien obligés d'avoir des visions oui, à plus long terme. Mais il y a toujours, voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est le filtre des adultes. C'est l'influence, en fait, que les adultes exercent encore sur les enfants. J'ai l'impression qu'on a peut-être encore un peu de chemin à faire avant qu'ils puissent l'exercer vraiment en toute liberté, en fait, ce droit de vote. Mais c'est vrai que voilà, pour arrêter de penser à demain ou à la prochaine échéance politique, mais à penser à comment le monde pourrait être dans 10, 20, 30 ans, ouais, ça produirait quelque chose d'assez intéressant. Sur ce sujet, pour ceux qui seront là demain, la dernière table ronde va évoquer cette question. Enfin, pas seulement, ça ne sera pas la question centrale, mais je pense que ça sera la question conclusive de tout ce colloque. Donc c'est très pertinent, il faut venir demain. Une autre question? Oui. Ah bah elle est déjà là. Elle est déjà là. Oui, c'est toujours sur le filtre des adultes. Et toujours donc une question pour Madame de Casanova. Justement, les thèmes qui sont proposés, est-ce qu'ils émanent des enfants eux-mêmes ou bien c'est déjà des sujets proposés par la mairie, par exemple? Et ensuite, deuxième question, et quelles suites sont données aux actions et aux propositions des enfants concrètement? Alors, c'est variable selon les projets. Il y a des projets précis, en fait, qui sont plus de l'ordre de la consultation, où les thèmes, en fait, sont proposés aux enfants. Enfin, ils choisissent parmi des thèmes. La consultation que j'ai évoquée très rapidement, qu'on avait menée avec des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, on leur a proposé de choisir parmi un certain nombre de thèmes qui avaient été identifiés après des travaux, un état des lieux. Bon, enfin voilà, ça avait été une démarche très très longue en fait, qui avait effectivement, c'était parti de thèmes qui avaient été un peu prédéfinis par les professionnels. Souvent, on leur propose de choisir parmi des thèmes que les adultes ont choisis, mais avec toujours la possibilité d'en proposer un à eux aussi. Ça, c'est vraiment pour les consultations où on va chercher quelque chose en particulier. En fait, on pose une question. Mais un vrai processus de participation et c'est pas du tout évident à mettre en place parce qu'en fait on ne sait jamais sur quoi ça va aboutir. Non, en fait l'idée c'est et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'Assemblée citoyenne des enfants, c'est en fait de leur... Alors c'est très compliqué de partir d'une page blanche, donc pour n'importe qui et a fortiori pour des enfants. Là le cadre qu'on a donné aux enfants c'est vous, votre place dans la ville en fait. Enfin, quelle est votre place dans la ville et comment vous pouvez être mieux en fait dans votre ville. Et les thèmes ensuite ils ont émergé dans les ateliers qu'on a menés en fait en sous-groupe, dans les discussions avec les enfants, mais c'est des discussions entre eux en fait et les animateurs sont là pour essayer de relancer ou de faire émerger la parole, mais l'idée c'est que ce soit eux qui choisissent les thèmes sur lesquels ils veulent travailler. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on associe le mieux les enfants et les suites données. Dans le cas de la charte parisienne, tous les sujets sur lesquels la ville, la compétence ont été adressés ou sont en train de l'être, et notamment ils demandaient à être associés aux décisions. En fait, qu'on crée un genre de conseil municipal des enfants, c'est ce qu'on a fait donc avec cette assemblée citoyenne. Ils demandaient aussi à être mieux protégés. Ils ont beaucoup parlé des violences quand on a fait ces ateliers
Et l'exécutif parisien a travaillé et publié et est en train de mettre en œuvre un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Voilà, ça fait partie des exemples en fait, de mise en œuvre. On essaye, on s'y attache à donner suite à la parole des enfants, évidemment. Et dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, leurs propositions étaient inscrites dans le schéma de protection de l'enfance, qui est là, donc, le schéma directeur qui décide des grandes orientations politiques et qui est en train de mettre en œuvre. Donc leurs propositions ont été prises en compte et sont mises en œuvre par les professionnels qui entourent les enfants. Merci. Bonsoir. Oui, Edna Moisan, fondatrice du Musée des enfants de Nantes. C'est un musée sensoriel créé par et avec les enfants. Et c'est une initiative des habitants. Et c'est quelque chose, ça me fait... Aujourd'hui, c'était je suis interpellée aussi je suis interpellée par le faire grandir les enfants. Moi, j'aurais aimé nous rappeler que nous aussi, on est des enfants et faire grandir les enfants, mais nous également. En fait, je pense que on peut pas... on a parlé tout le temps des enfants, mais on n'a pas parlé des enfants que nous sommes, l'émerveillement qu'on a à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on a entendu quand on sourit, on devient complètement envahi par une émotion. Et je trouve que on suit trop de règles. Et justement, le fait de faire participer les enfants, ça nous rappelle qu'en fait, il n'y a aucune règle. En fait, il suffit d'y aller. Et je voulais vous remercier, en tout cas, tous, là, pour toute cette journée. Et donc, voilà. Moi, là, clairement, je me sens comme une petite enfant. Je sens que tout le monde m'écoute. J'ai un petit peu de stress, mais j'accepte. Et donc, je vous invite, en tout cas, cet été, allez, je me lance. Je vous invite cet été à voir le musée des enfants de Nantes. Voilà, on ouvrira cet été. Merci beaucoup. Merci. Une question là-haut. Oui, merci beaucoup à tout le monde pour cette merveilleuse table ronde. J'ai été frappée par le fait que ce beau slogan de Disability Studies, rien sur nous sans nous, s'applique aussi bien aux enfants qu'aux personnes handicapées. Mais on est là tous adultes, sans enfants, malgré les excellentes interventions des enfants enregistrés. Et donc, je voulais savoir, ou entendre un peu plus de chacune, quelles sont les difficultés, des problèmes que vous avez confrontés en adoptant cette genre d'approche avec les enfants. Autrement dit, pourquoi on ne fait pas plus que ça? Merci. Pardon, excusez-moi. Alors, moi, j'ai envie de dire de façon vraiment très spontanée, la difficulté, c'est de faire un budget. Parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va construire. Et du coup, c'est vrai. Et du coup, quand on construit le projet, on ne sait pas du tout combien ça va coûter. Parce que il faut avoir une sorte d'enveloppe et puis rentrer dedans avec ce qu'on va obtenir dans le... Voilà. Donc, il y a toute cette idée d'une prise de risque. Il y a quand même beaucoup de prise de risque. Et il faut faire confiance dans le schéma. Voilà. Donc, ça, c'est la difficulté parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir du mal dans le travail avec ça et se dire j'ai du mal à faire les choses sans anticiper ce qui va se passer après. Et voilà, donc il a ce caractère-là qui peut être le plus difficile. Et après, quand on travaille vraiment, par exemple, quand j'ai travaillé à la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, il avait ce besoin aussi au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il fallait aussi remplir, pour qu'on en ait dans l'associatif, des objectifs en termes de temps. Et nous, on avait besoin, dans le design participatif, d'analyser les choses,
de se poser, voilà. Et du coup, parfois, il faut vraiment trouver un compromis entre les deux choses. Et c'est pas facile, c'est une nouvelle façon de travailler, en fait. Je crois que ça fait peur en fait aux adultes parce que pour l'instant on vit pas, enfin notre monde, la société dans laquelle on vit, telle qu'on l'a construite, n'est pas du tout, enfin c'est un monde d'adultes quoi. C'est les adultes qui décident quand on se lance, enfin quand on propose à des enfants en fait, quand on donne ce pouvoir-là aux enfants. D'abord souvent les adultes ont l'impression que si on donne du pouvoir aux enfants, c'est moins de pouvoir pour eux. C'est pas facile. Et effectivement, en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Il faut accepter de perdre un peu le contrôle, en fait. C'est toujours des prises de risques, et c'est vrai aussi. Ça peut être des prises de risques financières, effectivement. Mais je pense que c'est aussi parce qu'en fait, c'est vraiment une question d'habitude. En réalité, c'est vrai qu'on se le demande aujourd'hui pourquoi on ne le fait pas plus, mais c'est parce que c'est un héritage historique de décennies, siècles, millénaires peut-être. D'un monde construit par les adultes. Les enfants n'étaient pas des sujets, étaient plutôt des objets en fait. Ça nécessitera encore un peu de temps pour que la société puisse laisser cette place aux enfants et que ça semble pas être un tel bouleversement que de leur laisser cette place. Là, les choses telles qu'elles sont construites, effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie prise de risque que de permettre aux enfants de participer comme ça. Bonjour, je me présente. Je représente une association qui s'appelle Connaître et protéger la nature, que vous connaissez peut-être, qui est dans le 7e arrondissement à Paris. Et je suis à l'initiative d'un projet, Petite enfance et monde du vivant, avec lequel nous avons déjà fait des tests dans le jardin Catherine Labouré. Et la plus grande difficulté que nous avons rencontrée, c'est le regard des adultes sur les enfants qui grimpaient aux arbres, qui ramassaient des fleurs, qui jouaient avec des bâtons ou qui allaient se cacher dans les haies de bambou. Donc, avec certaines animatrices qui sont très portées sur la forest school, le jeu libre pour les enfants, nous avons dû faire force, en fait, pour faire accepter ces enfants en liberté dans le jardin, y compris auprès des jardiniers de la ville de Paris qui voyaient ça d'un très mauvais œil. Donc nous avons travaillé avec eux aussi, avec les jardiniers de la ville de Paris, nous leur avons expliqué notre démarche et on s'est rendu compte que finalement la spontanéité de ces enfants qui étaient des gestes naturels, parce qu'on a peut-être, enfin moi personnellement j'ai beaucoup couru dans la nature, grimpé aux arbres, etc., dans un univers urbain, était peut-être beaucoup moins accepté, d'autant plus que les enfants souvent sortaient de l'école, où ils avaient été conditionnés dans des classes, et pendant des heures à l'intérieur, voilà. Donc il y avait un déchaînement des enfants qui était un petit peu mal perçu par les adultes. Et ça a été une barrière un petit peu difficile à contourner. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Une des choses les plus difficiles quand on a travaillé avec les enfants viennet, c'est-à-dire qu'on a été confronté à cette culture dans notre organisation. On voulait co-créer, on voulait le faire bien. Et il faut absolument obtenir l'approbation de tout le monde sur le chemin. Et donc, la plupart des musées laissent la co-création pour la partie de l'apprentissage, mais pour le reste, ils le font seuls. Et alors qu'au Young Viennet, on fait tout ça ensemble. Nos commissaires d'exposition, ils viennent à la co-création et le management va faire exactement la même chose. Et donc, on travaille ensemble. Et c'est parce que on a eu l'approbation de notre directeur. Il a dit la co-création, c'est pas juste quelque chose comme ça qu'on fait dans un coin. C'est à l'origine de tout ce qu'on fait.
on veut placer les enfants au cœur de nos actions. Donc, bien sûr, c'est difficile parce que tout le monde n'a pas cette culture, mais pour nous, ça vraiment nous a aidé à nous faire voir comment ça pouvait fonctionner grâce à cette équipe de direction qui nous a permis d'expérimenter, de dépenser de l'argent sur des choses qui peut-être n'allaient pas marcher, peut-être accepter également nos méthodes de travail. Il y a aussi une question de positionnement. Dans votre exemple, par exemple, de proposer des choses, on peut très bien rassembler des enfants, faire des activités et puis rien d'en tirer de soi parce qu'on n'a pas le regard du coup qui va dire bah, ça, voilà, c'est intéressant. On va dire, bah, on va être dans une démarche qu'il faut faire comme nous, les adultes, pensons. Alors, je reviens à l'exemple de la rivière que je vous ai montré. J'aurais pu très bien avoir un rapport avec ce dessin de dire c'est faux. En voyant dire c'est faux. Du coup, voilà. J'en tire rien de ça. Je vais l'apprendre à ce que c'est un petit poisson, une vague et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un positionnement aussi. Il faut savoir voilà, s'ouvrir, avoir cette ouverture d'écouter, cette écoute. Je pense. Il y a beaucoup de ça aussi. On va prendre une toute dernière question. Alors, oui, ça fonctionne. Bonjour et merci pour ces études de cas, d'ailleurs très bien documentées. Avant de poser ma question, je voulais juste partager justement un projet en cours. Je suis moi-même facilitatrice de démarches participatives et je travaille en ce moment avec le musée zoologique de Strasbourg. Et on a une ambition un petit peu particulière, c'est de définir avec les habitants le format même de la future instance participative du musée. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont décider de comment ils prendront part au sein de ce musée. Est-ce que ce sera des comités? Est-ce que ce sera des référendums? Est-ce que ce sera des tests de médiation? Ça porte exclusivement sur la programmation culturelle. Et justement, parce que vos projets sont très bien documentés, il y a un premier rapport qui est sorti. Les deux premières phases ont été réalisé par Métis et Cindy Lebas, plus particulièrement, qui vient de publier un rapport très complet sur ces deux premières phases donc de consultation avec les publics. Pardon, je me dépêche. Donc, ma question, c'est que j'ai, moi, pas beaucoup l'habitude de travailler avec des enfants dans des démarches participatives, mais les rares fois où ça m'est arrivé, j'ai noté qu'ils étaient vraiment pas plus libérés que les adultes. Et je pense que ça fait écho à des choses dont on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui sur la question du corps dans l'espace, où les enfants vont vraiment reproduire ce qu'ils observent des comportements d'adultes. Et de la même manière que des adultes vont dire que on ne va pas décider pour les professionnels de musée, c'est le travail d'un professionnel. Les rares fois où j'ai travaillé avec des enfants, ils disent c'est le travail des adultes. Et même quand on les sort d'un cadre un petit peu scolaire. Bref, ma question, c'est est-ce que vous avez noté ces freins, ces obstacles à la participation déjà chez les enfants assez jeunes? Et est-ce qu'il y a presque une éducation à la participation à mettre en œuvre et si oui, comment est-ce que vous la mettez en œuvre? Merci. Je vais vous demander, si possible, des réponses assez rapides parce que le temps file. Je ne sais pas qui veut répondre sur les freins possibles qu'il y a pu avoir. Vous battez pas. Sorry. Merci, oui. Je pense que ça revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire mettre en place les bonnes conditions pour la participation, pour encourager la participation au début du projet. Et encore une fois, je ne prétends pas être une experte dans ce sujet. C'est vraiment complexe et difficile à mettre en place. Mais au départ, on a vraiment appris comme nous faisions. Donc, on a appris où les enfants jouent, là où ils aiment jouer, ce qu'ils aiment voir comme contenu dans la galerie du jeu, la Play Gallery.
Donc au départ, il n'y avait pas vraiment de discussion extrêmement fructueuse et il a vraiment fallu que nous apprenions à parler de ce jeu et on a vraiment lutté pour faire en sorte qu'il puisse dire quelque chose. Au début, ils disaient mais non, nous on joue pas, pourquoi vous voulez nous forcer à jouer? Enfin, on a vraiment dû apprendre à parler aux enfants et il a fallu qu'on pense de façon précise à la façon dont on menait nos projets pour que d'abord peut-être observer les jeux, d'abord peut-être en tirer des conclusions pour comprendre les erreurs et les pièges dans lesquels on tombait. Donc ça a été peut-être cette première difficulté qu'on a traversée pour comprendre la façon dont les enfants jouaient. Parce que je n'avais pas la bonne réponse, évidemment, immédiatement. Et donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fallu passer du temps et travailler avant de trouver la bonne réponse. Mais c'était justement, c'est ça, c'est créer les conditions. Donc en fait, c'est vrai qu'au début, je me suis questionnée, est-ce que je fais ce design participatif? Parce qu'en fait, je fais des jeux avec eux, je propose des activités, et puis j'observe ce qui se passe, c'est peut-être pas de participatif. Et je me suis interrogée au début. Et puis petit à petit, en fait, c'est pas dans la façon dont on fait. On peut faire de plusieurs façons. On peut faire un interview, on peut faire des entretiens, on peut faire des médiations, on peut faire plein de choses. Ce n'est pas la méthodologie en soi. C'est à quel moment on le fait, en fait. C'est à quel moment on le fait dans la création de notre idée. En fait, c'est plus une question de temporalité qu'une question voilà, c'est pas seulement arriver aux enfants et dire, bah, du coup, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas ça, parce qu'on ne peut pas faire ça. Donc, il y a cette idée, justement, de créer des conditions au bon moment, avant vraiment d'avoir nos idées d'adultes. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est peut-être Vanina, vous vouliez peut-être rajouter un Oui, je voulais juste dire que c'était c'est un processus en fait, la participation, c'est pas un instant T en fait, c'est un long cheminement. Je crois que les freins, c'est souvent lié aux contraintes qu'on a en fait habituellement. Faut réaliser des choses dans un temps donné, avec un budget donné, dans un objectif donné, alors que voilà, la participation, c'est un long cheminement. En tout cas, je pense que un des enseignements de cette journée, ça sera qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui se font comme ils étaient prévus à la base, mais que c'est pas plus grave, pas si grave, parce que ça finit par porter ses fruits. Merci à toutes, merci à vous tous. C'est la fin de cette première journée, donc on va se retrouver à 18h à la Cité des Enfants pour fêter ça tous ensemble. N'oubliez pas de rendre vos casques, de les reposer à la sortie, s'il vous plaît. Merci d'avoir été là. Pourquoi on ne sait pas trop ce que c'est la vie? J'aime bien aussi, à part les bonbons, j'aime bien